Bonjour à tous, donc bienvenue dans ce webinaire intitulé Clés pour challenger les actions ESG, RSE des acteurs de la tech. Ce webinaire durera 45 minutes. On a prévu une petite session de questions-réponses à la fin de 5-10 minutes. Si on n'arrivait pas à la tenir, bien évidemment, on pourrait faire un suivi post-webinaire et échanger en one-to-one après le webinaire. Pour poser vos questions, vous pouvez utiliser le petit bouton Q&A avec un point d'interrogation et puis donc on les regardera à la fin de nos présentations. Voilà, je me présente donc Valérie Delage, Advisory Manager chez PAC, Pierre Audouin Consultant, le premier cabinet européen indépendant de conseil et d'analyse de marché dans le domaine des logiciels, des services informatiques et de la transformation numérique. Donc, nous allons co-présenter ce webinaire avec Emmanuel, que je laisse se présenter. Bonjour à toutes et à tous, je suis Emmanuelle Olivier Paul, présidente fondatrice d'Advaes, un cabinet aussi d'analyse de marché, plus particulièrement spécialisé sur les sujets RSE et ESG des acteurs du numérique. Et je vais intervenir notamment sur cette partie plus particulièrement dans la continuité de la présentation de Valérie. Alors peut-être on va partager justement notre support, donc je laisse Valérie faire à Valérie la manip pour vous partager justement l'agenda. Donc, on va en fait effectuer ce webinaire donc, pendant 45 minutes. On accordera, comme l'a dit Valérie, un petit moment de questions-réponses à la fin. Et si on n'a pas le temps, effectivement, il y aura une continuité par retour de mail. Donc, moi, j'ai le plaisir d'introduire en fait ce webinaire avec vous. Ensuite, je passerai la main à Valérie pour redonner quelques éléments, des insights, des données sur les tendances de marché des logiciels et des services IT en France. Valérie présentera aussi un baromètre de valorisation des ESN françaises et l'enquête CXO Sustainability Europe que PAC a conduit en 2024 et remettra en perspective en fait des tendances en S2 2024, notamment des travaux effectués avec Numéum. Nous, ensuite, enfin, du moins de mon côté, je vais présenter le classement et les approches de scoring ainsi que les acteurs clés propres à l'IT pour challenger justement les sociétés ciblées dans vos portefeuilles, plus particulièrement ou lorsque vous êtes dans des investissements financiers et qu'il y a cette dimension RSE, ESG à exposer. Alors, on est sur un sujet sur lequel le contexte est particulier aujourd'hui, notamment des acteurs de la tech et de l'écosystème IT. Hein. C'est très difficile de faire cette présentation dans le sens où il n'y a pas ces dernières semaines, ces derniers jours, un événement marquant. Aujourd'hui, c'est encore, il y a Action Summit à Paris. Et on a beaucoup d'éléments et des investissements avec des montants colossaux qui sont mentionnés, hein, qui se montent à des centaines de milliards d'euros, de dollars, comme vous le souhaitez, et aussi avec des enjeux en fait, qui sont associés. Donc là, la remise en perspective de ce contexte, il ne va pas trop bouger, nous on le pense. Moi, je mets en avant des valeurs, bien entendu, que je défends, mais pas que. En tant qu'analyste de marché, il nous faut être objectif, indépendant dans nos analyses, dans nos projections, dans nos estimations. Et même en cas d'incertitude, il faut qu'on arrive à un petit peu justement orienter, vous éclairer sur les grandes tendances qu'on le voit. Il y a toujours un contexte qui est bien prégnant aujourd'hui, quelle que soit la situation que l'on voit aujourd'hui. Le numérique est intégré dans toutes les activités de nos organisations, dans notre quotidien. Il fait face inévitablement à des enjeux environnementaux, sociétaux et de résilience. Vous allez voir que ce terme de résilience, je vais à plusieurs fois le reprendre. Je le préfère d'ailleurs à ce sujet écologique. La résilience, ça va permettre à un moment donné de comprendre que si nos entreprises demain veulent toujours être là, il va falloir aussi agir sur un certain nombre de critères qui ne sont plus uniquement des critères financiers, mais qui sont aussi des critères extra-financiers. Et c'est l'objectif de ce webinaire, de vous les remettre en exergue et d'essayer de les quantifier à travers les données, les insights et les études que nous réalisons. Certains enjeux aussi, donc sur ces sujets-là, sont propres en fait au numérique et qui font appel à des KPI qui sont vraiment très spécifiques et sur lesquels PAC comme Adves travaille aujourd'hui. Mais parfois, il nous manque des données qui permettent d'évaluer et d'apprécier ces KPI, de comparer en fait les acteurs de l'écosystème sur de mêmes bases, ce que font les entreprises, les organisations avec ce numérique sur ces bases-là
Et surtout, ben, comme je l'évoquais, il y a des évolutions très très rapides de ces innovations. On le voit avec l'IA sur ces 2 dernières semaines. Et il manque un cadre normatif qui complexifie à un moment donné les évaluations et les comparaisons que l'on peut faire. Donc, il existe toujours des fortes pressions qui sont en faveur des actions plus durables, même si on voit que les équilibres sont en train de changer au niveau international. Quand on prend aujourd'hui avec, je dirais, les États-Unis et l'élection de Trump, on voit que des choses sont en train de radicalement, effectivement, se transformer. Néanmoins, on voit que sur d'autres plaques, notamment l'Asie, eh ben, effectivement, il y a des changements qui s'opèrent et que les réglementations, même sur certains de ces marchés, sont en train de se constituer, à l'exemple de ce qui se passe en Europe et en France, avec donc la CSRD et la France particulièrement avec des lois qui sont la loi RIN, la directive sur l'énergie au niveau européen, et que celles-ci sont bien ancrées dans les actions des organisations, notamment au sein des donneurs d'ordre, dans le cas de RFI, RFP. Régulièrement, on voit apparaître la RSE, ces critères en fait intégrés au-delà des prix, bien sûr, et des aspects techniques. Pas plus tard que ce matin, j'ai lu dans la presse que Havas va encore renforcer ou a bien ancré que par défaut, il y aura des critères RSE qui seront demandés à ses partenaires, ses sous-traitants dans le cadre des projets en fait qui sont conduits par l'entreprise. Donc on voit que d'un côté c'est challenger ces sujets-là, mais de l'autre on voit que les entreprises sont bien ancrées. Pourquoi aussi? Parce que elles sont la certitude que ça contribue à la performance de l'organisation. Donc c'est un sujet où en fait quelque part l'extra-financier et le financier vont se rejoindre pour la performance de l'entreprise, qui est aussi un enjeu d'image de marque de la société, de rétention des employés. Donc ça, c'est plutôt sur le volet marque employeur. Et comme je l'ai dit, je reviens à ce sujet de résilience face aux risques cyber, à la chaîne d'approvisionnement et aussi résilience face aux innovations à soutenir. Bien entendu, en regard, il y a les investisseurs, vous, des actionnaires, vous pouvez être aussi employé, hein, vous avez bien entendu de multiples rôles dans vos propres organisations et vous avez des attendus, en fait, en tant que soit investisseur, soit organisation qui utilise, consomme le numérique et qui investissent auprès d'autres sociétés, de conformité, de données de bilan, d'objectifs de réduction, notamment sur la partie énergétique, par exemple, ou d'empreinte carbone, d'actions engagées et de suivi, de revue annuelle des progrès et d'évaluation des impacts au niveau des offres. Tout cela fait qu'à un moment donné, il va vous falloir des données, des insights pour pouvoir éclairer vos décisions, les challenger, les conforter. Et notre mission, aussi bien chez PAC que chez Advaes, c'est de vous aider à résoudre cette équation, la finance, la durabilité, les innovations, les tendances de marché. J'ai passé la main à Valérie. Après, justement, cette partie-là, c'est que pourquoi la marketing intelligence? Ben, ça vous permet à un moment donné, c'est un outil qui vous permet de faire gagner du temps dans vos propres recherches, de données sur des KPI clés, de sensibiliser aussi les dirigeants des entreprises que vous avez à votre portefeuille ou sur lesquelles vous allez effectivement investir, ou même votre propre organisation en interne, de challenger aussi les décisions, comme je l'ai dit tout à l'heure, et d'évaluer les impacts et d'identifier les opportunités qui sont associées. Et bien entendu, parmi les bénéfices, ces insights, ces données, ces informations qu'on vous délivre, la veille aussi qui est associée, vous permet de fiabiliser vos décisions, de sécuriser vos objectifs, d'accompagner bien sûr les activités numériques vers des activités numériques plus durables et aussi donc d'engager vos parties prenantes vers plus de performance, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je passe la main à Valérie parce que déjà dans un contexte, il faut restituer le contexte aujourd'hui de l'IT et du numérique, les poids, où sont portés les poids. Donc Valérie, je te passe ici la main, justement, Voilà, alors on se la pour... passe de manière tout à fait artisanale, on fait bouger l'ordinateur. Donc directement dans le vif du sujet des compétences de PAC pour analyser les marchés, eh bien, durabilité et cybersécurité, qui sont les deux focus de notre webinaire aujourd'hui, font partie des marchés IT les plus porteurs. Donc c'est quelque part rassurant et c'est aussi un insight qu'on souhaitait vous dire. Donc dans les marchés les plus porteurs, il y a la data, l'IA et l'IA générative en particulier, également le cloud et la cybersécurité, la sustainability. Donc, cybersécurité, c'est un marché en progression
et qui est quand même d'un volume assez important, et donc en progression de 9%. La sustainability, par contre, c'est encore un petit marché, mais qui a une progression donc, de plus de 25%. Donc voilà, c'est une progression très importante, en tout cas que l'on estime donc, pour 2024-2028. Donc ça, ce sont des chiffres issus de notre plateforme de recherche et d'analyse de marché sur les softwares et IT services. Donc, il s'appelle SITSI pour Software and IT Services Industry de PAC. Il y a le lien ici que vous aurez quand vous aurez la présentation. Et très rapidement, juste pour vous dire, pour ceux qui ne la connaissent pas, SITSI, c'est une source inégalable de données donc sur ces fameux marchés logiciels et services. On couvre le monde entier, plus de 35 pays, c'est-à-dire que nous faisons des chiffres de marché, des rankings d'acteurs, etc., sur plus de 35 pays avec un gros focus, une grosse granularité en Europe et Europe de l'Est. On couvre 9 industries verticales que vous voyez ici, manufacturing, public, etc. Et on couvre également 6 domaines clés, on va appeler horizontaux, donc les business application software, donc que ce soit en logiciel ou en service, donc SAP, Salesforce Co, tout ce qui est cloud et infrastructure, tout ce qui est digital customer engagement et IoT, évidemment AI, data, BI, cybersécurité et digital sustainability. Voilà, j'en dirai pas plus et vous pourrez aller voir la plateforme avec les liens qu'on mettra. Donc maintenant, je vais vous partager, puisque c'est un webinaire adressé plus aux investisseurs, directeurs financiers. Nous avons fait un baromètre de valorisation des ESN françaises en 2024 avec Crescendo. Et donc, je trouvais intéressant de vous partager quelques enseignements lors de ce séminaire. Donc, on a un marché des ESN, donc les ESN, c'est les cibles, hein, qui, ici, qui a subi un petit peu de dents de scie et qui progresse à nouveau. Donc, on voit que nous, notre étude s'est menée entre 2019 et 2023, qu'il y a eu 382 opérations et que sur les opérations, on a 3 quarts de corporate, donc d'acteurs de l'industrie informatique qui achètent à notre acteur versus 25% de fonds d'investissement. Donc là, on est sur donc les fonds d'investissement privilégient plutôt une certaine taille critique et veulent que les entreprises sur lesquelles ils investissent aient atteint un certain niveau de CA, tandis que les acteurs industriels, eux, démarrent à 15 millions, peuvent acheter des toutes petites entreprises. Et donc, vous voyez là le différentiel, les évaluations peuvent se mesurer, évidemment, les valorisations, pardon, aussi bien en multiple de CA, donc plutôt autour de 1, on va dire entre 0,8 et 1,2, 1,3 ou même 1,5. Ou sinon, si c'est en multiple d'EBITDA, c'est plutôt entre 10 et 12. Et donc, on voit bien qu'il y a eu voilà, une progression, une diminution au moment du Covid, un post-Covid, si je puis dire, en fanfare, et après une rééquilibration du marché. Pardon, je n'ai pas appliqué sur la bonne flèche. Donc, il est en cours de consolidation. Les expertises des cibles de nos investisseurs, donc c'est les infra, la data, la cyber, l'intégration, les méthodes agiles et l'infogérance. Vous voyez que la sustainability n'est pas encore présente, en tout cas, sur cette enquête, parce que justement, c'est un domaine qui est arrivé, ou en tout cas, bien sûr, qui existe depuis des années, mais qui a beaucoup plus émergé depuis fin 2023-2024. Et là, on a une info sur les principaux acquéreurs industriels, donc Magellan, Accenture, etc., versus les principaux acteurs investisseurs, fonds d'investissement. Donc, le périmètre de l'étude, en fait, je l'ai déjà dit, je vais aller vite, c'est entre 2019 et 2023. C'était uniquement sur les ESN françaises de toute taille. Donc, on a analysé un échantillon de 382 opérations. Par contre, de leur côté, les acquéreurs ou investisseurs peuvent être français ou internationaux. Et évidemment, on a retraité les valeurs extrêmes pour aller plus vite. Donc là, je ne vais pas rentrer dans tout ce détail. Donc, le dynamisme des ESN cibles a favorisé un retour rapide des transactions, puisque vous voyez très, très bien là, ici, la courbe, donc, avec la chute en 2020, évidemment, liée au Covid, qui a fait diminuer le nombre d'opérations, donc soit de fusion-acquisition, soit d'investissement dans des targets. Et puis derrière, ben, on a vu qu'en 2021, il y a eu un rebond post-Covid, c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans l'exécutif summary. Et en 2022, on voit que ça se stabilise. Voilà.
et 2023 aussi. Donc, bon, là, c'est le même, on va dire, commentaire avec ce qu'on voit les effets sur les multiples de CA ou les multiples d'EBITDA, qui sont les deux façons de valoriser les cibles. Donc, il y a toutefois des disparités par domaine, et ça, on trouvait intéressant de vous le partager. Donc, à nouveau, les principaux domaines des cibles acquises, c'est infrastructure, cybersécurité, data, intégration, infogérance. Et on voit que la cybersécurité a un nombre restreint, plus restreint d'opérations, mais avec des multiples les plus forts. Donc, ça a été, voilà, sur cette période et surtout sur la fin 2022, de 2023, une source d'intérêt pour les acheteurs, également la data, le big data, etc. Donc, ils sont les deux secteurs qui offrent le plus d'attractivité, donc soit pour un acheteur industriel, soit pour un investisseur fonds d'investissement. Voilà, les profils types. Donc là, on est sur la taille des cibles et là, on est sur les investisseurs, les acquéreurs industriels, hein, parce que vous voyez que des sociétés industrielles. Donc voilà, j'ai choisi ici de vous mettre le top 10 des acquéreurs en volume de CA. Et ici, on voit que sur 284 opérations, les trois quarts concernent des sociétés de moins de 15 millions de chiffre d'affaires. Et puis, donc, le reste, voilà. Donc, vraiment, les acquéreurs stratégie privilégient l'achat de petites entreprises facilement intégrables, voilà, sur lesquelles il peut y avoir un transfert de compétences très rapide dès les premiers mois. Et on voit que en volume de CA, hein, ce n'est pas en nombre d'opérations, en volume de CA acquis, c'est Sopra Steria le premier, puis Accenture, CGI. Voilà, à nouvelle fois, on est sur des cibles françaises. Donc là, on est sur les investisseurs au sens fonds d'investissement. Donc là, il y a la taille des cibles complètement différente. Donc on voit que 80% des cibles là, de ce côté-là font plus de 15 millions de CA. Plus de 52%, au moins 50% de CA. Donc là, le classement, on l'a fait au nombre d'opérations et donc les chiffres ne sont pas affichés. Bon, les acteurs non plus. Mais donc, désolé, c'est une petite erreur de copier-coller. Et donc là, on avait le classement des investisseurs que donc, vous aurez évidemment dans la presse à la fin. Et le podium, on voit que c'est des acteurs essentiellement anglo-saxons, donc des fonds essentiellement anglo-saxons, puisque là, on est sur la partie fonds. Voilà, et lors de cette enquête, donc voilà, on a agrégé un peu plusieurs données. Donc, ce qu'on a vu pour conclure, c'est qu'il y a un engagement pour le numérique responsable qui se confirme. Donc, on voit que pour 62%, ils ont déjà mis en place des actions en faveur du développement durable et que 93% des entreprises donc de notre panel hein, ont prévu d'intensifier leur engagement vers le numérique responsable. Donc, c'est un très, très, très bon signe. Le marché de la digital sustainability en France, donc c'est près de 1 milliard, hein, c'est zéro, voilà, presque 1 milliard d'euros en 2023, mais avec une croissance de plus de 43%, comme je disais tout à l'heure. Donc, petit marché, mais avec une croissance énorme. Donc, bon, là, je passe pour avancer, puisque je vois que le temps passe. Ensuite, je voulais vous partager aussi quelques enseignements de l'enquête qu'on a réalisée auprès de CXO, donc CEO, CTO, CMO, donc tous les décideurs européens dans plusieurs pays européens sur la sustainability qu'on a réalisée en 2024. Donc, pourquoi on a voulu faire une enquête? Bah, évidemment, c'est un sujet de premier plan. Il y a des vents contraires en 2024 qui sont encore pires en 2025 et Emmanuel y reviendra. Donc, des vents contraires économiques et géopolitiques qui pourraient pousser les entreprises à se refermer sur elles-mêmes. Mais donc, on a voulu savoir quid des initiatives de développement durable dans ce contexte et comprendre les engagements des décideurs en la matière. Notre méthodologie, donc on a interviewé plus de 500 personnes de grandes, moyennes, petites entreprises, comme vous voyez ici, dans différentes régions d'Europe. Les trois pays les plus représentés étant France, Allemagne, Royaume-Uni, je vais très vite, et on a une juste représentation des différents secteurs d'activité et sur les postes, on a à la fois des CEO, des CTO, CIO, IT et puis et aussi des responsables marketing. Donc, les grandes tendances de ce qui est
plutôt rassurant, si je puis dire, eu égard au contexte, c'est que 80 à 85% des entreprises européennes considèrent le développement durable comme de plus en plus critique, et ce pour plusieurs raisons. La survie économique, les objectifs stratégiques prioritaires, l'attractivité pour les clients, la rétention et l'attractivité aussi pour les nouveaux talents et la sécurisation des investissements. Évidemment, la France est dans ce domaine. Donc ça, c'est très rassurant. Parmi les autres grandes tendances, bah, les entreprises restent confrontées à de nombreux défis en la matière. Donc, on a 85% des entreprises françaises qui dénoncent, si je puis dire, remontent en premier lieu comme difficulté le manque de leadership. 79% des entreprises européennes qui remonte qu'il est difficile de s'adapter aux nouvelles exigences réglementaires, donc 77% pour la France, et 79% des entreprises européennes qui mettent en avant l'accès aux technologies appropriées. Les entreprises ont quand même des défis devant eux, même s'ils sont volontaristes en la matière. Alors, parmi les principaux enseignements, le développement durable, c'est devenu une priorité des entreprises. Donc déjà, en termes de stratégie de développement durable, 48% des entreprises européennes pensent que la stratégie de développement durable a gagné en importance au cours des 12 derniers mois, malgré les changements dans les conditions économiques, ce qui est plutôt rassurant. 60% des entreprises européennes indiquent que leurs décisions d'achat sont de plus en plus guidées par des objectifs de durabilité, et 73% estiment qu'elles sont malheureusement partiellement ou pas du tout conformes encore en termes de reporting ESG et conformité CSRD. Donc, en revanche, on a une belle dynamique vers le numérique responsable. Donc, on a 62%, 53%, 57% des entreprises qui considèrent que la modernisation des applications, des infras et même le volet équipement informatique sont importants pour atteindre les objectifs de développement durable. Je vais très vite. Les clients estiment qu'ils ont plutôt une capacité à mesurer l'empreinte carbone de leurs fournisseurs IT plutôt bonne, donc à 72%, qui est plutôt rassurant. En revanche, ils admettent qu'il y a encore une compréhension limitée des différents niveaux d'émissions carbone. Donc, seulement 22% des entreprises françaises ont une compréhension complète de leurs émissions sur l'ensemble des scopes 1, 2 et 3. Et pour le reste des entreprises, vous voyez les pourcentages ici, on a 4% où c'est encore très basique, 24% qui maîtrisent que le scope 1, 23 scope 1 et 2, mais pas du tout le scope 3, et 27% qui commencent à appréhender le scope 3. Donc vraiment une maturité, une compréhension limite. On a aussi une mesure de l'empreinte carbone qui reste complexe, soit en termes d'outils, soit en termes de compréhension des émissions de carbone. On vient de le dire, je vais vite. Et quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'on a un début de tendance vers l'adoption de matériel reconditionné, mais qui reste à confirmer. Pourquoi? Parce que 73% des entreprises en Europe, les entreprises qu'on a interrogées, ont moins de 25% d'ordinateurs portables reconditionnés et bas carbone. Et 34% n'en ont aucun. Et pour ces entreprises, quels sont les principaux freins à l'utilisation d'ordinateurs reconditionnés? Ben, 50%, c'est la sécurité, 40%, c'est la performance, 23%, c'est l'expérience employée. Évidemment, ça, ce sont des sujets sur lesquels les fournisseurs informatiques, et notamment de hardware ou de tierces maintenance applicative sur la partie aussi poste de travail, travail, c'est le cas de le dire. Voilà, donc ce qu'on retient de l'enquête, ce qui est rassurant, c'est une prise de conscience accrue, mais il reste des difficultés à surmonter. Et quand même, on voit des bonnes initiatives, notamment sur la partie équipement, réparation, réutilisation, recyclage des matériels informatiques deviennent un sujet de plus en plus prégnant pour les organisations utilisatrices. Je vois l'heure passer. Je vais peut-être passer la main. J'avais un petit point sur les enjeux RSE issus de l'enquête qu'on a menée cette fois-ci auprès des acteurs IT en S2 2024. Je peux aller très, très vite. Donc, vous voyez ici, on a interrogé des ESN, des éditeurs, des ICT. J'ai vraiment focalisé sur la partie RSE, ESG. Donc, une maturité sur les bilans carbone qui reste à progresser, puisqu'on voit ici que près de 50% des entreprises n'en ont jamais réalisé et moins de 50% le font tous les ans ou tous les 2 ans. Donc, il y a encore une énorme marge de progression là-dessus, hein. Ça devrait être quelque chose
qui devient quelque part un réflexe maintenant des entreprises. Et conclusion et enjeu très rapidement, à nouveau, hein, focalisé sur RSE, ESG, évidemment, dans notre enquête, on a agrégé plein d'autres choses. Un point plus général, le marché du numérique en France traverse une phase de stabilisation donc, en 2024 et de tourmente. 2025 devrait légèrement s'améliorer, mais toujours dans la tourmente. Vous le savez, donc par les différents contextes économiques et géopolitiques et notre particularité en France avec le contexte politique. Donc, il y a l'enjeu aussi d'anticiper les pressions sociales et les acteurs voilà, sont assez matures sur le sujet, notamment sur les enjeux de RSE et la conformité réglementaire, notamment CSRD, qui est le reporting RSE. Et troisième enjeu, embrasser la durabilité numérique. Donc, ça devient un différenciateur compétitif dans la transformation digitale des entreprises. Donc, pour que les acteurs, là, IT, les ESN et éditeurs de logiciels, euh, prennent le pas beaucoup plus là-dedans. Donc, cette fois-ci, je passe la main à Emmanuel. Merci Valérie, mais c'est très bien parce que ça fait la continuité. Donc, nous, de notre côté, ce qu'on a regardé chez Advaes, et je vais vous restituer quelques éléments, ça concerne vraiment l'écosystème IT, donc les acteurs de cet écosystème-là, que ce soit des opérateurs de centres de données, des opérateurs de cloud, des entreprises de services du numérique, sur lesquels Valérie, effectivement, a déjà fait un point, des éditeurs de logiciels, des cabinets de conseil. Donc là, vraiment, je vais vous donner quelques éléments concernant leur maturité, plus particulièrement sur la partie environnementale. Donc, quand on parle de RSE, de SG, de durabilité, on a en général trois piliers, l'environnement, la gouvernance sociétale. Dans la gouvernance, on va retrouver la confiance, les enjeux, par exemple, cyber, plus particulièrement, ou de résilience. Sur la partie sociétale, il y a un certain nombre de sujets alors, qui sont un petit peu chahutés aujourd'hui, notamment aux États-Unis, mais on voit qu'il y a de la résistance aussi qui est faite sur certaines entreprises américaines aussi face à ces enjeux. Et moi, je vais vous faire plutôt un point, et dans la continuité de ce qu'a présenté Valérie, sur notamment les émissions de gaz à effet de serre, sur la partie environnementale, qui était là où il y a eu la plus forte demande ces 2 dernières années de la part de nos clients qui sont issus de cet écosystème. Notamment, on suit depuis la création d'Adves en 2020 ce que fait l'écosystème IT en matière environnementale, plus particulièrement, et on a été regarder au niveau de leur corps, plus particulièrement, les indicateurs qui y sont associés. Donc, il y a des indicateurs qui sont génériques, on va dire, comme là, les émissions de gaz à effet de serre, pas particulièrement spécifiques à l'écosystème IT qu'on va retrouver. Et on a essayé de faire un classement. C'est un peu, généralement, les classements, on les ressort sur les activités. Effectivement, ils sont leaders sur un marché parce qu'ils réalisent tant de millions d'euros ou milliards d'euros de chiffre d'affaires. Là, ici, c'est un petit peu différent. On a essayé de regarder ceux qui étaient les plus vertueux en termes de progression et donc de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc, on a pris 80 acteurs du numérique à dimension internationale, mais présents en France, ou d'autres qui étaient uniquement sur une dimension plus restreinte, voire avec un périmètre Europe-France. Ce qui est sûr, c'est qu'il fallait qu'ils aient une activité qui soit active sur le territoire français et qui communiquait bien sûr sur leurs émissions de gaz à effet de serre, puisqu'il nous fallait des éléments tangibles. Donc, sur ces 15 acteurs, il y en a 60% qui sont dans le top 20 mondial, donc que ce soit un Google, la partie Google, Microsoft, AWS pour Amazon, etc. Et il y en a aussi donc 85% qui sont dans le top 20 français, ces mêmes acteurs-là, mais aussi des ESN type Capgemini, Soprasteria ou Dassault Systèmes, par exemple, pour les éditeurs de logiciels. Et qu'est-ce qu'on constate? Ça a été un exercice relativement compliqué parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'éléments tous les acteurs ne communiquent pas sur ces données-là. Deux, quand ils communiquent, les méthodes d'évaluation ne sont pas les mêmes. Valérie a parlé tout à l'heure du scope 1, scope 2, scope 3. Certains ne vont communiquer que sur le scope 1 et scope 2 ou ne vont avoir éventuellement qu'une part du scope 3. Juste pour vous donner quelques indications, pour les entreprises de services du numérique, le scope 3, enfin, pas peu, mais représente plus de 90% de leur émission de gaz à effet de serre. Donc, si on n'a pas la totalité de ce scope, s'il n'est pas communiqué, on voit qu'en fait, c'est une portion congrue qui va être communiquée sur le sujet. Il fallait aussi qu'ils communiquent sur au moins 3 ans. On voulait voir la progression. Donc, il fallait qu'ils communiquent, qu'ils aient des données sur 2021, 2022, 2023, sachant qu'en 2024, quand on a fait ces exercices, les données de 2024 ne sont pas encore disponibles. Elles vont l'être là sous peu, d'ici peut-être pour les premières mars 2025, avril 2025, et on refera
bien entendu, l'exercice. Donc, au total, 58% des 80 qu'on a analysés communiquaient, avaient des données sur les trois scopes du bilan carbone pour 2021, 2022, 2023. Et surtout, le constat, c'est que 15% ne communiquent pas de façon régulière de telles données pour leur entité. Donc, du coup, il ne peut pas être éligible au classement, ils sont hors classement. Du moins aujourd'hui, on espère qu'effectivement, ils vont jouer la transparence et que progressivement, ces données-là vont pouvoir être communiquées. Un autre exercice était assez compliqué, c'est quelle méthodologie on applique. Donc là, comme je l'ai évoqué, on a décidé d'analyser la progression entre 2021 et 2023 de l'intensité carbone des activités. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur un ratio. Pourquoi? L'intensité carbone, c'est les émissions de gaz à effet de serre divisées par le chiffre d'affaires. Grosso modo, voilà, effectivement, c'est-à-dire qu'on va avoir des données en MTCO2 par revenu ou par million d'euros de chiffre d'affaires. Pourquoi en fait ce choix-là? C'est qu'en fait les méthodologies aussi de calcul, d'évaluation des émissions de gaz à effet de serre sont très différentes suivant les acteurs. Donc les comparer entre eux sur des émissions en valeur absolue ou brute n'avait pas de sens puisqu'on pouvait ne pas comparer sur de mêmes bases. Donc qu'est-ce qu'on a comparé? C'est l'évolution qui nous semblait en fait le plus pertinent, le plus judicieux en l'état aujourd'hui des choses et d'un manque de standards, de normes dans l'évaluation en fait permettant justement des comparaisons sur de mêmes bases entre ces différents acteurs. Donc, vous aurez l'ensemble des éléments dans la présentation. Donc, les enseignements, ici, rien qu'uniquement au niveau de l'analyse, c'est des méthodologies d'évaluation qui sont très, très hétérogènes. Il est difficile de comparer sur une même base, comme je viens de le dire. L'évolution de l'intensité carbone nous semblait la meilleure approche pour les comparaisons. Il y a des distinctions aussi à faire selon le location base et le market base. Donc, si vous êtes un peu effectivement, connaissez un petit peu ces mécanismes-là, certains vont communiquer que sur location base. Nous, on pousse à ce que cette communication soit faite par défaut sur le location base. D'autres ne faut le faire que sur le market base. Donc, là encore, on avait des difficultés de pouvoir comparer les acteurs entre eux, ce qui fait qu'on a fait, dans certains cas, deux classements, un location base, un market base. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le scope 3 peut varier de 33% à plus de 99% en 2023 chez certains des acteurs analysés, la moyenne étant autour de 90% pour les acteurs du numérique. Là, vous pouvez accéder en ligne, vous aurez un lien dans la présentation qu'on va vous adresser qui permet d'accéder en fait au rapport final. Donc là, je vous ai mis juste une screenshot sur le top 35 des prestataires du numérique actif en France en l'évolution de leurs émissions de GS entre 2021 et 2023 en market base. Et vous voyez donc là, Worldline, alors je ne vais pas dire Cocorico, mais c'était une bonne, je dirais, a fait beaucoup d'efforts sur les trois dernières années. Et on voit que cette intensité carbone pour Worldline a diminué autour de 33% en fait en moyenne annuelle. Là aussi, c'est un taux de croissance annuel moyen. Donc, c'est pas en fait entre 2021 et 2023, on l'a moyenné en fait sur les 3 années. Il y a un bon score aussi pour Digital Reality et pour Fujitsu. Ensuite, SAP, Nutanix, Apple. Alors, on n'a pas tous les acteurs de l'écosystème. Donc, progressivement, on va effectivement faire cet exercice pour étendre, en fait, et aller au-delà de 80. Mais comme je vous l'ai dit, beaucoup ne communiquent pas autour, donc ne peuvent pas être dans le classement de facto. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'en 2023, les émissions de gaz à effet de serre globales de 50% des prestataires, donc IT ici, de la tech analysée, s'élèvent à plus de 300 millions de MTCO2 équivalent pour un chiffre d'affaires cumulé de plus de 2200 milliards d'euros dans le monde. Donc, en plus, c'est tout un exercice où il faut ramener sur les mêmes ratios avec des taux de change. Donc, c'est un exercice qui demande à un moment donné de travailler sur de mêmes bases. Donc là, si on regarde plus particulièrement, donc là, c'est le classement que je viens de vous donner. Donc là, vous l'avez, en fait, c'est le top 5 que je viens de vous évoquer. Si on zoome plus particulièrement sur les ESN qui sont actives en France, Fujitsu donc, est sur le podium, ainsi qu'ensuite Alten, DocaPost, suivi de Neuron et de Devoteam. Vous avez tous les détails en fait sur le rapport que je vous ai évoqué, pour lequel vous avez effectivement un accès en ligne. Tout ça, on a pu le faire grâce à une base de données. Alors, au tout début, Valérie a parlé de la base de données de Pâques qui s'appelle SITSI. Nous aussi, on a constitué une base de données qui est accessible en ligne. Alors, je n'aurai pas le temps de vous faire une démo. Vous voulez vous lancer la démo, mais je pense que là, je n'aurai pas suffisamment de temps. Donc, là, vous avez des screenshots. Qu'est-ce qu'on suit dans cette base de données en ligne, notamment sur un certain nombre de critères environnementaux et sur plusieurs années, on a saisi, alors là on a une centaine d'acteurs qu'on analyse, on monte progressivement en puissance, donc les émissions de gaz à effet de serre
la consommation énergétique, la part des énergies renouvelables bas carbone, il y a toujours une petite nuance en fait à faire entre les deux, la consommation en eau, les usages de l'eau, on en entend beaucoup parler là dernièrement avec notamment l'IA et les opérateurs de data center, mais aussi dans la fabrication des processeurs, hein, ou très en amont, dans l'extraction aussi des métaux et des terres rares, dans tout le traitement en fait qui est associé, les déchets de manière générale, mais aussi les déchets électroniques. Valérie a évoqué tout à l'heure notamment ce qu'on va faire ensuite avant que ça ne devienne un déchet. Ben, l'électronique, on peut avoir un certain nombre, je dirais, d'étapes qui vont être le reconditionnement, le recyclage, le prolongement aussi de la durée de vie. Donc, on a des indicateurs, la durée de vie des équipements. Donc là, on pose ces questions-là aux acteurs de la tech, de savoir comment eux, par exemple, quelle est la durée de vie de leurs serveurs qu'ils utilisent lorsque, si ce sont des opérateurs de services de cloud ou des hébergeurs. Et puis, effectivement, cette durée de vie va être étendue au-dessus de la moyenne qu'on a regardée. Plus on va les positionner de manière positive par rapport à leurs concurrents ou aux autres acteurs de l'écosystème. Donc, on commence aussi à intégrer quelques éléments d'indicateurs qui sont aussi sociétaux, de type l'équité homme-femme, la part des femmes dans les effectifs, ce qui est un vrai enjeu hein, pour notre secteur aujourd'hui, avec une volonté aussi, bien entendu, de monter en puissance. Ça fait partie de la gestion, bien sûr, des talents. On ne peut pas concevoir demain, en fait, les innovations des technologies sans qu'on ait un équilibre, en fait, entre les seniors, les jeunes, on va dire, les hommes, les femmes, euh, et toutes les personnes, en fait, de voir différentes cultures. Il faut qu'il y ait un mix, et c'est ce mix-là, en fait, et cet équilibre aussi qu'on regarde. Donc, si vous souhaitez une démo pour en parler, vous pouvez, sur notre site web, avoir des éléments complémentaires sur la base en question. Et cette base de données aussi nous permet en fait d'évaluer la maturité environnementale des acteurs de la tech, notamment à travers un baromètre qu'on a mis en place il y a déjà 2 ans. Pourquoi? Parce qu'on se rendait compte que notre écosystème de la tech avait quelques réticences, même si on voit que c'est plutôt positif, il y a des avancées, mais par rapport à d'autres secteurs d'activité, sur ce sujet-là de la durabilité, était un petit peu en retrait par rapport à d'autres secteurs d'activité. Et chez Advs, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour les faire bouger, pour les faire avancer un peu plus? Moi, je suis régulièrement à échanger avec des directions générales et ce n'était pas obligatoirement une priorité, sauf à partir du moment où il y a un appel d'offres et qu'on nous appelle et on dit, oh là là, je n'ai rien, il y a un volet RSE qui compte pour 10%, voire 20% de la note finale, donc qui commence à vraiment devenir un élément différenciateur et qui a un impact possible sur le business, voire carrément être déréférencé si on n'a pas les éléments à fournir en regard. Donc, possiblement demain, avoir une diminution des opportunités, voire impacter aussi la rentabilité de l'entreprise. Après, des sujets aussi sur les talents qui commencent, comme je viens de l'évoquer, à ressurgir. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire bouger ces acteurs de la tech pour qu'ils aient une conscience, mais au-delà de la conscience, qu'ils commencent à agir. Et on croit en fait à la notion de rôle modèle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les acteurs qui font des choses peuvent inciter leurs concurrents, leurs partenaires dans l'écosystème à aussi mettre le pied à l'étrier, se lancer, s'engager et commencer à agir. Donc, on a lancé ce baromètre des prestataires du numérique éco-responsables en 2023. Il y a une édition 2023, une édition 2024. Et là, donc, on rejoint un petit peu ce qui a été constaté par Valérie, hein, sur 100 acteurs qu'on regarde d'une année sur l'autre. Et là, on peut commencer à faire des comparaisons. Déjà, est-ce qu'ils ont défini des objectifs de réduction d'impact à 2030 en ce qui concerne leur activité? Et on voit qu'il y a une progression. En fait, ils sont passés de 65% en 2023 à 88% en 2024. Ce qui veut dire que progressivement aussi, on a regardé s'il n'y avait pas des indicateurs qui étaient spécifiques. Là, on a parlé des émissions de gaz à effet de serre qui sont assez génériques. Il y a d'autres indicateurs qui sont spécifiques aujourd'hui aux acteurs du numérique et on commence à aller un peu plus finement, notamment sur la partie environnementale. Et on en a sorti quelques-uns et voilà, vous avez quelques exemples. Si on prend un opérateur de centre de données, on voit des indicateurs tels que le PUE ou le WE qui portent sur l'efficience énergétique ou l'efficience en termes de consommation en eau.
On voit qu'aussi donc, ces acteurs de la tech en France avancent en termes de maturité environnementale, puisqu'aujourd'hui, 77% ont déclaré avoir une personne en charge des sujets RSE et ESG au COMEX. Je vais passer très très vite, puisque l'on va arriver effectivement à la fin en fait, du temps dévolu au webinaire. Peut-être qu'on pourra rallonger de 5 minutes ou autre pour répondre à quelques questions. Euh, les émissions aussi de gaz à effet de serre, on voit que 71% ont réalisé un bilan carbone. Donc, ça rejoint tout à l'heure la stat qui a été évoquée par Valérie. Et nous, on regarde d'autres indicateurs aussi comme l'énergie, l'autre, comme je l'ai évoqué, mais dès lors qu'on bascule sur les autres indicateurs environnementaux, notamment l'eau, la maturité est beaucoup plus faible et chute. On voit ici qu'elle est à 38%, qui connaissent le volume d'eau consommé dans le cadre de leur activité par leur société et par an. Mais un point qui est, alors, on voit que progressivement, ils gagnent en maturité sur des indicateurs en fait, qui sont spécifiques sur la partie environnementale, mais en même temps, quand on regarde d'une année sur l'autre comment en, en valeur absolue ces indicateurs évoluent, et bien on voit qu'il y a beaucoup de points encore qui sont dans le rouge. C'est-à-dire que les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 1,9%, donc sur les entreprises de la tech qu'on a analysées entre 2023 et 2024. La consommation énergétique a augmenté de 14,1%. Donc, c'est la quantité d'énergie électrique consommée qui a augmenté donc, de 14,1%. Certes, les énergies bas carbone et ou renouvelables augmentent de 4,4%. Donc là, c'est plutôt positif, mais on ne pense pas le reste en fait, de l'augmentation en termes de quantité d'énergie électrique consommée. Et puis, la consommation en eau sur le périmètre qui a été analysé, elle aussi augmente à hauteur de 4,8%. Ce sont juste des indicateurs. En fait, aujourd'hui, on peut difficilement extrapoler. Il faut juste le ramener en fait, à l'échantillon d'entreprises de la tech que nous avons interrogé. Qu'en est-il plus particulièrement sur la prise en compte des impacts environnementaux de l'usage de l'IA et de l'IAGN dans les activités? Déjà, on a essayé de comprendre si effectivement ils les prenaient en compte. On voit que 24% disent oui aujourd'hui, on les prend en compte. Donc là, c'était mi-2024. 36% disent que c'était prévu, enfin, ou 40% hein, d'ici 2027. Donc ça veut dire qu'on est en phase 2, bien sûr, de se prendre conscience que ces nouveaux outils, quelque part, hein, et la rupture qui est apportée avec l'IA va avoir aussi un impact et comment on peut le traiter autrement. Moi, ce que je regarde, c'est que quand même 29%, 11% ne savent pas aujourd'hui ou ne les a pas encore intégrés. J'espère qu'effectivement, ce taux va diminuer dans le prochain baromètre que nous allons réaliser cette année. Et qu'est-ce qu'on regarde en fait dans les domaines de l'IA pour lesquels les prestataires souhaitent évaluer les impacts environnementaux? C'est essentiellement traité sur le traitement de l'information ou de la donnée, notamment de la création et génération de contenu et le traitement de documents. Et puis arrive en troisième position à la génération de code, qui est quand même un point très très important dans notre secteur, hein, puisque effectivement l'IA va changer résolument les modèles possiblement économiques et d'affaires, notamment sur la partie du développement logiciel. Alors, qu'est-ce qu'on regarde en fait aujourd'hui chez Advaes? C'est qu'on adapte, nous, aujourd'hui, les grilles d'analyse et d'évaluation sur ces acteurs de la Terre pour intégrer certains composants et certains critères qui sont spécifiques au secteur. Donc, on a mis en place un certain nombre de grilles qui vont juste même pour évaluer, par exemple, les éditeurs de logiciels qui sont spécifiques à ce monde-là, donc qui vont proposer des solutions de reporting RSE, ESG, d'évaluation d'impact, de bilan carbone. Là aussi, on a adapté des grilles en fait, qui sont très spécifiques à cet acteur-là et on essaye d'évoluer progressivement donc, pour ensuite faire des évaluations et qui vont être en regard des données en fait, de marché qu'on a pu avoir. Ça peut amener ensuite à faire des matrices de positionnement. Je sais que PAC aussi en France, vous avez des PAC radars. Hein. Nous, de notre côté, on va regarder en fait deux dimensions qui sont la dimension, donc, par exemple, sur la partie durabilité de ces acteurs. On a 100 indicateurs qu'on suit. On va faire un score sur ces 100-là. Certains vont être plus importants que d'autres. Et on va obtenir une note. Et on va après obtenir une autre note qui va être plutôt sur la partie financière ou marché. Et on va positionner ces acteurs-là, en fait, sur ces deux axes. Je passe très rapidement ce document-là. Vous pouvez l'avoir en ligne. On l'a fait pour Orange Business. Et vous pouvez effectivement aller consulter les données qui y sont associées.
Pour revenir à ce qu'a dit Valérie, les acteurs en fait, de cet écosystème-là, aujourd'hui, il y a une dynamique, et on l'a vu, nous, on a réalisé plus particulièrement une étude sur les éditeurs de logiciels de reporting RSE, ESG, d'évaluation d'impact, notamment de l'IT et du numérique, hein, et de bilan carbone. Et on voit que la dynamique est plutôt très forte. Le marché, en fait, entre 2023 et 2027 va augmenter autour de 26%, avec bien entendu une part qui est forte aussi en service, d'accompagnement, de conseil dans les process de reporting RSE, ESG dans la perspective de la CSRD, même si celle-ci est en train d'être challengée aujourd'hui, mais il y aura toujours une réglementation, elle va être là, peut-être effectivement toucher un moins grand nombre d'entreprises, mais il y aura un effet de ruissellement et inéluctablement, il faudra s'outiller. Ça demande un trop grand nombre de données qui sont à traiter. L'IA aussi peut venir en aide, bien entendu. La plupart de ces éditeurs de logiciels, d'ailleurs, commencent à intégrer des composantes d'IA pour pouvoir traiter, analyser et évaluer, notamment, par exemple, dans le cadre de process d'émissions de gaz à effet de serre ou de bilan carbone. Et puis, bien au-delà, effectivement, on essaye aussi d'aller faire une veille ciblée. C'est un domaine qui bouge énormément. Et on est obligé quelque part d'être toujours, je dirais, chaque jour euh, vraiment concentré pour voir quels sont les signaux faibles qui vont pouvoir à un moment donné, qui vont avoir une action et qui vont peut-être induire des changements dans les modes opératoires, dans la manière aussi d'évaluer, de consolider, d'appliquer et d'agir, de faire agir en fait les acteurs de cet écosystème-là. Je passe la main, notamment sur les Q&A. Il nous reste encore, je crois, quelques minutes où je pense, non, Valérie me fait signe que non, et qu'on va On va arrêter. peut-être regarder juste. Ah, il n'y a pas de question. Donc, je crois qu'on a, en fait, voilà, on a dépassé un petit peu notre temps. Il y a un enregistrement qui a été effectivement, le webinaire plutôt a été enregistré, donc on pourra le revoir en replay. Peut-être que Valérie, est-ce que tu veux conclure ou Je je peux dire un conclue? dernier mot Un pour petit dire mot, au voilà, qu'on revoir. soit toutes les deux sur la. Voilà, Voilà. sur la photo finale. Donc, ben, merci de votre écoute. Si vous êtes intéressé, ben, n'hésitez pas à revenir vers nous post-webinaire, à nous poser vos questions justement hors webinaire. Et puis, on vous enverra donc le replay et la présentation. Voilà, merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.